Dans cet épisode, on va aller chez Daniel et Linda, paysans boulangers, et on va voir un petit peu comment ils font pousser leur blé jusqu'au moment où ils le commercialisent. En tant que maraîcher, j'ai pu voir combien le fait de pouvoir arriver à vendre ces produits directement au client final était déterminant pour en fait que l'activité économique puisse bien fonctionner. Aujourd'hui, le sponsor de cet épisode, c'est Coupanda, qui a réalisé un outil très efficace et très simple pour les producteurs pour aider à la gestion de tout ce qui est vente directe. En fait, avec cet outil, vous pouvez vraiment aller de la prise de commande jusqu'à la facturation. Toute l'application est en fait bien pensée pour que ce soit vraiment très simple. Si vous vendez à distance, toute la question de la logistique transport est simplifiée et même avec des prix négociés. Vous pouvez mettre vos produits sur différents supports numériques. Vous pouvez créer des formulaires spécifiques pour les professionnels. C'est vraiment un outil de gestion des stocks centralisé. Ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps et on estime qu'en moyenne, un producteur il peut passer jusqu'à 5 heures par semaine pour tout ce qui est gestion et compta de la vente directe. Et un outil qui permet de gagner du temps et d'éviter en fait d'être au bureau pour faire tout ce boulot et de pouvoir le faire au fur et à mesure qu'arrivent les informations avec son téléphone, ça peut être un énorme gain de temps. Du coup, on est heureux aujourd'hui de présenter cet outil et j'espère que ça pourra servir à de nombreux producteurs comme à des artisans transformateurs. Aujourd'hui, on va aller visiter des paysans boulangers. On est chez Linda et Daniel au Fournil du Brûlis. Du coup, c'est quoi le Fournil du Brûlis? Alors, le Fournil du Brûlis, en quelques mots, c'est une ferme qui se veut autonome et qui souhaite maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication du pain. Donc du grain au pain, en passant également par la constitution de la farine. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quel est le modèle, c'est-à-dire la surface, Alors aujourd'hui, on est en surface, on est maintenant sur 30 hectares. On est sur 30 hectares, donc on a 10 hectares en propriété. Au départ, on a acheté il y a 3 ans et demi, 4 ans, avec 10 hectares, dont 6 hectares cultivables. Donc on est parti sur un projet qui était border d'un point de vue autonomie des terres, de la surface. Donc là, on a fait l'acquisition de d'autres terres. On est labellisé, on est en bio. On est parti également sur on a un montant d'investissement qui était à la hauteur de 120 000 € pour donner des chiffres, hein. Dont on va dire 50 000 € de prêt et 20 000 € d'apport personnel, le reste étant des aides. Donc nous on s'est installé, donc moi j'ai fait un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, donc en maraîchage, ce qui n'est pas tout à fait ce sur quoi je me suis lancé après. Et en fait je suis passé par un parcours d'installation aidée, donc ce qui donne le droit la priorité d'accession à la terre et également qui permet d'avoir la dotation aux jeunes agriculteurs qui est maintenant aux alentours de 30 ou 35 000 € suivant les options qu'on a, quoi. Donc, et puis Linda, du coup ma conjointe, qui elle a son activité propre et qui a fait un 100% de son côté en tant que prof de musique. C'est ça. En fait, on a pensé, et on le pense toujours, que pour le démarrage d'activité, c'était préférable que je garde mon activité. J'ai mon activité depuis une quinzaine d'années maintenant, que j'ai mon école de musique. J'aime déjà beaucoup trop ce que je fais pour abandonner. Et puis, c'est le lien avec les élèves. C'est difficile de dire à un élève, on arrête. Parce que je pars sur autre chose alors que j'aime ce que je fais. Donc, histoire de pérenniser notre installation, de garantir un salaire qui rentre pour payer les charges et lui, peut-être le libérer de ce poids, on a préféré fonctionner comme ça. Donc c'est lui qui s'est installé en tant que paysan et moi qui continuais en tant que professeur de musique. Et du coup, vous êtes arrivé il y a combien de temps sur cette ferme? Parce que j'ai vu des photos là au début de comment c'était, et là je vois comment c'est. Et du coup, en 3 ans, vous avez
Alors en fait, ouais, effectivement, donc moi, mon parcours, c'est une reconversion professionnelle. Du coup, je travaillais dans le milieu industriel avant. J'ai bénéficié d'anciennement un FONGECIF, donc une formation diplômante dans le cadre d'une reconversion. Derrière, on a cherché un terrain, donc ce qui est aujourd'hui pas chose facile quand on n'est pas issu du secteur, ni avec de la famille dans le milieu agricole. Donc on a trouvé, Linda a trouvé ici, avec un peu de surface, une ruine, donc on a tout retapé. Donc en fait, moi j'ai passé ma première année de chômage à 100% à retaper d'abord la maison pour la famille, parce qu'on a 2 enfants. Et du coup, après, en fait, j'ai fait mon installation donc, en DJA, donc le parcours chambre, pour l'installation aidée donc, sur le projet de paysans boulangers. Parce que j'en étais venu à la conclusion que sur une petite surface, un des meilleurs moyens de valoriser, d'arriver à s'en sortir, c'est d'essayer de conserver toute la valeur ajoutée à l'intérieur de l'exploitation. Et donc du coup de tout maîtriser, comme ça nous permet de maîtriser d'un point de vue finance et d'un point de vue environnement. Au moins on sait ce qu'on fait. Et donc du coup d'intégrer toutes les chaînes en aval et en amont, quoi. Et l'idée c'était de tout faire. Et Donc on a commencé par la maison aussi, voilà. Parce que par rapport au modèle qu'on a pu observer auparavant, c'est que les personnes avaient peur de ne pas réussir leur installation paysanne, donc on commençait par le volet agricole et puis finalement se retrouver à vivre des années en mobil-home ou dans des locaux vétustes. Et dans la mesure où moi je gardais mon travail, on s'est dit ok, la partie agricole elle est évidemment très importante parce que sinon ça n'a aucun sens de faire ce qu'on fait, mais par contre il faut qu'on se protège nous et donc on ait un habitat digne de ce nom, avec un confort, avec le chauffage quand il fait froid et puis une maison suffisamment isolée pour les coups de canicule comme on a pu vivre déjà. Donc on a commencé par ça, tout en se disant on lâche rien. On a mis une année à faire en autoconstruction l'intégralité de la maison et puis pour justement avoir un lieu de ressources, parce que faire du 8h, 20h dehors, à apporter des parpaings, à se fatiguer, on n'en serait pas arrivé là, je pense, en tout cas aussi vite, si on n'avait pas eu justement notre petit cocon familial où on pouvait se ressourcer le soir et puis après du coup passer la journée entière à faire des choses plus laborieuses parfois et du coup c'est ce qui a fait qu'on a réussi à créer le lieu. Et ouais, c'est encore en cours, hein. Ouais, il y a encore des choses à faire, mais disons que le démarrage était plus facilitant parce qu'on a fait ce choix-là, numéro 1, l'habitat, et plutôt que de faire des super habitats pour les poules, pour dire, vous voyez, on est agriculteur, on s'est dit, bon, on va faire un bel habitat pour nous aussi, et après, on fera le poulailler. Ouais. Et un des éléments aussi qui ont été qui est intéressant, c'est moi je suis passé par un parcours de stage SIAP. Donc le stage SIAP, c'est en gros, il me semble que c'est l'ADR donc, qui propose ça et qui permet en fait de démarrer avec à 100% chez des paysans référents. Donc on a 2-3 référents, paysans référents. Donc j'ai démarré ça avec Emmanuel Richard qui est juste à côté, qui est du coin, donc lui qui est en charolaise bio, qui fait ça depuis tout jeune et qui est depuis 3 ans en bio. Donc qui était un de mes paysans référents, puis un autre qui est Mathieu Faverial, qui lui est un paysan boulanger et donc du coup voilà, qui m'apportait plutôt le côté technique, côté technique sur la partie boulangerie. Donc j'ai démarré chez eux à 100%, puis de fil en aiguille, l'idée étant un an après de finir à 100% chez toi et de démarrer ton activité. Donc on a vraiment démarré comme ça. Et on a commencé à se lancer assez rapidement avec, parce qu'en fait pendant toute cette période là aussi ça nous a permis de construire la partie pro, de mettre en place la partie pro, d'aller chercher les financements qui nous manquaient, donc la constitution du dossier de PCAE, donc de Transfo là, et de récupérer le dossier de DJA là. Donc en fait, ça nous a permis de construire et de se lancer, quoi. Et on a commencé en vendant en Biocoop et en vendant à travers une asso de consommateurs. Donc un panier de vie et Jaunet avec laquelle depuis je ne travaille plus. Mais voilà, ça a commencé comme ça tout doucement, puis par le réseau aussi, parce que du coup on est
on est dans l'association Gens du Bocage et du Marais, donc une association qui a trois volets, à savoir l'installation paysanne, la préservation de l'environnement et l'animation territoriale. Voilà. Donc à travers ce réseau, en fait, ce qui est important, hein, ce qui nous paraît hyper important aussi, c'est de bien s'entourer quand on arrive dans un endroit, c'est de bien, en fait, d'avoir les personnes ressources, puis de s'intégrer en fait dans ce qu'on a envie de faire en fait. Vraiment d'habiter en fait le lieu, et donc du coup ça a été hyper important pour nous aussi. Ça nous a ouvert pas mal de portes, et notamment à travers ton boulot aussi, où le fait d'avoir intégré à travers la musique les Sans Soucis, etc. En fait, localement, nous on n'était pas issus du milieu local, mais ça nous a ouvert pas mal de portes. Et de la compréhension des gens de la commune, Et ça, etc. c'était, excuse-moi, c'est vrai que c'était, là par exemple les Sans Soucis, c'est une association locale du village, c'est une compagnie de théâtre, et donc ils cherchaient quelqu'un pour le coaching vocal, et il se trouvait qu'ils savaient que j'étais là, que je venais d'arriver, donc je connaissais personne, mais c'est vrai que le fait de rentrer dans cette association nous a fait rencontrer plein de belles personnes, et quelque part nous ont soutenus aussi dans cette installation-là. Faut pas rester seul en fait, c'est vrai que je dis pas de rentrer dans n'importe quelle association, mais en tout cas, celle-ci avait besoin de ce que je sais faire, et puis toi, tu t'es entouré de ceux qui faisaient ce que tu voulais faire. C'est ça. Donc voilà, du coup, pour revenir à ce que c'est le Fournil du Brûlis, donc nous on a démarré donc avec un fournil, donc je me suis principalement axé sur le développement de la boulangerie dans un premier temps, ce qui est générateur en fait de valeur ajoutée, hein, au sein de l'exploitation. Et puis un peu sur la partie agricole, donc j'essaye de faire en parallèle. Donc, dès les premières années, nous on a fait 2-3 hectares de sarrasin, et on a fait l'année d'après, on a fait 2 hectares de petits rouges du Morvan. Et là encore une fois, l'importance du stage SIAP et des paysans référents, puisque j'avais Emmanuel Richard, du coup, sur la partie agricole, qui me soutient énormément, quoi. Du coup, qui m'a aidé à semer, il a acheté une moissonneuse, on a moissonné ensemble. Donc là-dessus, ça a été vraiment, c'est un peu un mentor, quoi, entre guillemets, quoi. Même si, du coup, lui, il est sur vraiment un fonctionnement, on va dire, plutôt traditionnel. Mais du coup, déjà, apprendre les bases, c'est déjà bien pour après, vraiment, moi, l'objectif, c'était surtout pas de faire de la boulangerie, hein. C'est vraiment, moi, c'est un truc, tu m'aurais dit que j'allais faire de la boulange, ça, je t'aurais juste fait gerber, quoi. C'est vrai, en plus, quoi. Pour avoir fait. Ah si, parce que pour avoir fait, tu sais, j'ai fait les saisons comme tout le monde là l'été pour se payer des vacances, hein. Je fais les saisons en boulange, hein, l'horreur, quoi. Et donc j'y étais un peu au départ à reculons, quoi, sur la boulange. On avait un peu tout envisagé, mais moi c'était le milieu agricole, je voulais me lancer dans le milieu agricole. Et du coup, paysan boulanger, ça commence par faire pousser son grain. C'est ça. Céréales. Est-ce que tu peux aller nous montrer un petit peu ouais, tout à fait, on peut aller voir. Comment tu multiplies tes graines? Alors on peut aller voir effectivement les graines qu'on est en train de multiplier, avec pour objectif de pouvoir les passer dans 3 ou 4 ans à plus grande échelle. Du coup, là, on est devant une planche avec du blé. Parce que là, il n'y a pas assez de blé pour faire tous les pains que tu fais. Ça sert à quoi, en fait, cette petite planche de blé? Quelle est l'idée? Donc en fait, ouais, effectivement, aujourd'hui, quand on veut se lancer en gros, c'est simple, hein, quand on cherche des semences, dès qu'on s'y prend un peu tard, en plus comme moi, je me prends tout le temps un petit peu à la bourre par rapport à ceux qui ont l'habitude, qui sont déjà installés. Chez les semenciers classiques, on a un maximum le choix entre 5 ou 6 variétés, puis quand on s'y prend un peu tard, il nous reste 1 ou 2 variétés, quoi. Donc 2 variétés hybridées, qui descendent tous plus ou moins des mêmes lignées génétiques. Et du coup, si on veut sortir un peu de ces champs tout tracés, effectivement, il faut s'orienter vers des variétés un peu plus anciennes. Et du coup, là, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc il y a des associations comme Triptolène ou différentes associations qui favorisent justement les semences paysannes.
On a également Florent Mercier à Bushman, qui est un des gars vraiment de la région qui favorise la diffusion et de tout ce qui est semences anciennes. Mais du coup, ça reste relativement compliqué de s'approprier ces semences. Et du coup, on n'a pas le choix des variétés. Alors que des variétés, on en a des milliers, quoi. Et en fait, à Clermont-Ferrand, il y a l'INRA qui a une banque de semences qui récupère et qui met en banque des milliers de différentes graines du monde entier. Et en fait, n'importe qui, si on a les bonnes raisons, donc moi j'ai fait une demande et, qui a été acceptée, et en fait j'ai choisi, je leur ai demandé des variétés bien spécifiques. Alors on t'envoie 100 graines, quoi. Et donc c'est une poignée de main, et avec l'objectif derrière de pouvoir un jour faire quelques hectares, quoi. Donc sachant que moi, sur le besoin sur lequel je table, moi j'ai dans la structure sur laquelle je suis, c'est en gros 250 kg de pain semaine pour avoir un objectif de tirer un SMIC. Pas un SMIC horaire, hein, bien sûr, on s'entend, ça serait bien trop beau dans le milieu agricole, mais du coup un SMIC mensuel déjà dans un premier temps. Et donc du coup, avec 250 kg de pain, normalement sur le papier, ça fonctionne. Et donc du coup là où je voulais en venir, c'est que il me faut à peu près, j'avais évalué 8 ou 9 tonnes de blé. Donc, et puis pour semer, il me faut à peu près par hectare, il me faut aller 300 kg, quoi, on va dire. Ouais, non, 200 kg, je dis une connerie. 180 à 200 kg. C'est à peu près ce que je sème à l'hectare dans le coin. Et donc du coup, là, sur 10 graines, derrière, il faut les multiplier. Donc ça veut dire que là, on les a mis juste à côté de la maison, à côté de la serre. Et on a fait les 5 variétés, là, séparées par des tuiles. Des variétés qu'on a sélectionnées. Donc là, on a le blanc des Flandres, qui est une variété qui est réputée pour plutôt ses qualités aromatiques et gustatives. Et, donc qui me plaisait bien. Donc j'avais cherché un peu, hein. Chose qui est introuvable, c'est introuvable de trouver 25 kg pour pouvoir semer ne serait-ce que quelques arts. Il y a certaines variétés qu'on trouve, mais le blanc des Flandres dans le coin, non. Après, derrière, j'ai le Poulard de Beauce, donc là qui est une variété plutôt très protéinée, donc du coup qui va avoir de la force au travail. Donc protéiné, ça veut dire du coup forcément qu'il va avoir un gluten plus fort, donc qui va mieux se tenir, qui va permettre d'avoir du pain qui se lève bien. Là derrière, on a le blé de Khorassan, qui est anciennement, commercialement, on va dire, le blé Kamut, donc qui d'un point de vue nutritionnel est hyper intéressant, donc très riche en sélénium et qui représente 40% des apports en magnésium et potassium journaliers. Donc voilà, on peut voir qu'ils n'ont pas du tout la même tête, ils sont très barbus, il y en a certains barbus, il n'y en a pas du tout. Et puis là on a le Miracle Brun, donc là ça c'est un délire. J'avais cherché dans la liste et puis j'aimais bien le nom, Miracle Brun, je trouvais ça plutôt cool. Du coup je me suis fait un petit plaisir, quoi, parce que pour pas oublier qu'il faut savoir se faire plaisir aussi, quoi. Donc là c'est plutôt une variété de printemps, le Miracle Brun. C'est alors que les autres sont plutôt des variétés d'hiver, ouais, parce que du coup pour semer le céréal, tu as tout le temps des céréales d'hiver et de printemps. Donc là, si tu récupères ça, tu vas pouvoir faire une parcelle un peu plus grande l'année prochaine, et peut-être que l'année d'après, tu pourras avoir suffisamment pour pouvoir commencer à lancer une production de blé, ou encore, t'imagines encore une année de plus? Moi j'imaginais 4 ans, mais ouais, tout va dépendre, quoi, parce que là tu vois ça commence à sécher. En plus c'est des blés anciens, ils ont tendance à être très hauts et ils versent facilement, et dès que ça verse en fait les pigeons et tout, ils filent dessus. Donc là j'avais mis un filet parce que sinon ils se font dégommer, quoi. Ils sont bouffés par les pigeons puis tous les autres oiseaux, quoi. Puis même les rongeurs, etc. Donc ouais, effectivement, là je pense que ouais, dans 3 ans, quoi, je pourrais éventuellement faire quelques hectares en pur, quoi. L'idée c'est de faire du pur pour pouvoir après mélanger au besoin, quoi, en farine. Parce que l'intérêt c'est aussi c'est ça l'intérêt aussi de tout maîtriser, c'est que si je peux maîtriser, tu vois, la partie mouture, après je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de passer du blé en pur, je le passe en pur. Si je veux faire un petit mélange, une composition de farine, je le fais. Enfin, tu vois.
Et là, pour cette année, parce que là, vu qu'ils sont en multiplication, comment tu produis pour le moment ton blé pour faire ta farine? Alors cette année, moi j'ai 1 hectare. Alors du coup, sur de l'épeautre, je suis parti sur de l'épeautre. J'ai 1 hectare d'épeautre là qui est sur des parcelles un peu plus loin que j'ai. On peut aller les voir? Elles sont, ouais, faut reprendre la voiture, on peut y aller. Allez, ouais. on y va. Du coup, nous voici devant une de tes parcelles de blé, c'est ça? Ouais, alors on n'est pas devant le blé là, on est devant l'épeautre. D'accord. Là on avait celle-là et celle à côté, donc on est à peu près sur 1 hectare 4. Bon, il n'est pas encore prêt à abattre, hein. Il y a encore, à mon avis, au moins 15 jours, 3 semaines. Là, en fait, en gros, alors là j'ai 1 hectare et demi, on va dire, d'épeautre. Un peu plus loin, j'ai 1 hectare de rouge de Bordeaux et j'ai 5 hectares d'une population dynamique, donc notamment la population dynamique de Florent Mercier, donc, qui du coup a fait un mélange. Donc là, dedans, c'est qu'un mélange de variétés anciennes. Il y a du Roro de Pamplona, il y a du Saint-Priest, du Saint-Alouda, et je ne me rappelle plus les deux autres. Et en gros, l'idée d'une population dynamique, c'est qu'en fonction des aléas climatiques, il y en a tout le temps une qui s'en sorte, quoi. Et puis du coup qui prennent le dessus, ça assure un minimum de récolte. Donc là en général moi, bon, vu que je suis un peu débutant, on va dire, entre guillemets, donc, et puis là j'ai cassé des prairies, donc j'ai fait ce que je voulais pas faire, mais en ayant pas mal creusé, en m'étant renseigné auprès de plein de différentes personnes. J'ai pas vraiment eu le choix, du coup j'ai labouré en fait toute cette parcelle, parce que du coup les parcelles qui sont là, pour essayer de tous les adventices, toutes les plantes pionnières, les remettre au fond et éviter d'avoir une concurrence trop importante entre mes céréales et puis ces plantes installées de la prairie. Et ce qu'on a fait l'année dernière, en fait, moi je suis sur une terre à tendance à hydromorphie temporaire. Et donc du coup, en gros, j'ai très peu de terre arable. J'ai une couche d'argile qui est assez proche, et donc du coup, en gros, c'est une éponge qui est relativement faible. Donc du coup, tu imagines bien que dès qu'il flotte, je suis complètement l'hiver, je suis imbibé d'eau. Et puis l'été, l'inconvénient, c'est que c'est hyper sec, quoi. Donc c'est un peu, on est sur une terre sablo-limoneuse. Donc voilà, ça implique des contraintes, vraiment des grosses contraintes de culture. Et donc là on a une année, pas cette année mais l'année d'avant, qui a été catastrophique parce qu'on a eu un hiver très pluvieux, où on a récolté ce qu'on a semé. Donc là ça m'a fait un gros trou, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve à compléter un peu au niveau farine auprès de mon meunier. Cette année ça devrait être beaucoup mieux. Et en fait, du coup, là, ce que j'ai fait cette année sur ce champ d'épeautre, c'est que j'ai fait un peu ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire on est passé une première fois en fait avec des buteurs à pommes de terre, et après on est venu semer le blé dessus, quoi. C'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'on a des sillons, effectivement, ouais. Sillons billons pour en fait essayer de drainer l'eau et que en fait les céréales aient un peu la tête hors de l'eau, quoi. Donc bon, cette année ça fait 5 mois qu'il n'a pas plu, donc forcément ça a marché. Après un peu sec, donc il a eu du mal à gonfler. Là on voit le grain, il n'est pas vraiment gonflé. Donc bon, c'est les premières tentatives. Là, sur ces champs qui sont ici, là, j'essaye de faire des tentatives, et puis après, avec Emmanuel Richard, là, mon tuteur, là, entre guillemets, on est un peu plus on va dire sur une production pas conventionnelle, mais voilà, un peu plus sécurisée, voilà, et on est sur des terrains déjà qui sont un peu plus drainants, donc on a moins de stagnation d'eau, et donc du coup, on a sécurisé là, cette année vraiment notre production, nos récoltes, quoi. Donc là, si on reprend cet itinéraire-là, il y a eu un travail du sol, et après, tu as semé directement après le labour, ou tu as affiné la terre. Tu peux nous faire un petit... Donc en fait, sur l'itinéraire technique, donc on a cassé la prairie, donc avec un labour. On est passé avec une route à bêche derrière pour venir vraiment casser les mottes.
Et derrière, on est passé avec la herse, une petite herse en fait, pour essayer d'homogénéiser ensemble. Et puis on est passé derrière, on a semé quoi. On a semé dedans. Enfin, on a semé, non. On est passé avec le buteur et on a semé après, ensuite. D'accord. Et là, du coup, cette parcelle, elle a été semée à quelle date? Quand est-ce que ça a été semé? Il me semble que c'était mi-octobre. Ça doit être le 17 ou le 18 octobre, ouais, de mémoire. Et donc là, après, au niveau de la gestion d'enherbement, ça a été juste le travail du sol Alors, préalable ou tu es venu faire d'autres interventions effectivement, il n'est pas très propre, comme dirait un conventionnel. Et non, moi je fais le choix en fait sur ces parcelles-là. J'ai effectivement fait le choix d'aller à l'inverse de ce que me conseillait Manu. C'est-à-dire Manu me disait qu'il aurait fallu biner. Effectivement, il aurait fallu biner hein, pour avoir un truc qui soit un minimum concurrencé. Donc ça veut dire passer avec une mineuse et puis nettoyer un peu au moment opportun, au moment où ça sort un peu. Je ne l'ai pas fait parce que moi je fais de tracteur, mieux je me porte. Et puis du coup, bah voilà, c'est ma part, on va dire, hein, c'est ma part à la nature, quoi. Et puis en fait, dans l'idée, moi, c'est vraiment d'essayer de prendre en compte des rendements moins importants et plutôt de travailler sur un peu plus de surface avec des rotations suffisantes. Donc l'idée, c'est de ne pas revenir avant 4 ans sur les parcelles où je fais un céréal, quoi. Donc en gros, c'est tourner, enfin 4 ans. 4 ans, de ne pas revenir avec un blé pendant 4 ans, quoi. Donc ça veut dire faire blé, en gros c'est blé, seigle ou épeautre, puis sarrasin, et après avoir toute une période de jachère entre guillemets avec une partie de prairie pendant 3-4 ans. Donc c'est ça en fait où tu vois. Donc une année de céréales, 3-4 ans de prairie et après tu reviens sur une céréale, c'est ça? Non, non, c'est un an de blé, un an de seigle, enfin une saison de blé, une saison de seigle, une saison de sarrasin. Suivant comment ça se fait, des fois ce sera peut-être le sarrasin avant en premier, en tête de rotation ou en fin de rotation. Et puis après, bah, je mets en prairie, quoi. Donc grosso modo, tu as la moitié de tes surfaces en céréales et la moitié en prairie. Donc c'est même moins que ça sera un quart en exploité et puis les 3 quarts en... L'idée c'est ça. Ouais, mon objectif c'est ça. C'est vraiment... Et puis d'essayer de travailler avec des couverts. Donc là je suis vraiment... Enfin, il faut vraiment que je me penche dessus, tu vois, je suis encore un peu à la rue là-dessus. Parce que là, du coup, l'idée, c'est dès que tu moissonnes ça, d'essayer d'implanter un couvert, mais est-ce que si tu n'as pas d'eau, s'il pleut pas? Bah, c'est ça, ouais, après c'est le métier de paysan, quoi. C'est de rentrer au bon moment, sachant qu'en plus j'ai des terres pas très portantes, donc du coup au printemps des fois ça peut être compliqué de rentrer dedans. Si tu t'y prends trop tard en hiver, tu rentres plus dedans. Donc, et puis si tu rentres trop tôt, derrière tu te fais concurrencer par les adventices. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Là aujourd'hui ce que je fais c'est que je sème systématiquement mes céréales avec du trèfle. Comme ça quand je viens moissonner, il me reste mon trèfle, un trèfle blanc nain. Il me reste mon trèfle qui va couvrir et puis qui apporte un peu via les nodules, apporte un peu de nitrate, quoi. Un truc très classique, hein, mais voilà, au moins comme ça, ça reste un peu couvrant. Mais ça marche plutôt pas mal, quoi. Après avoir moissonné, en général, le trèfle prend bien la suite. Et ouais, j'étais plutôt satisfait de ce truc-là, quoi. Maintenant, là où il va falloir que je m'améliore, c'est sur vraiment trouver les bons couverts végétales. Donc les bons engrais verts, entre guillemets, à mettre en prairie ou à mettre en interculture, etc., quoi. Et là, parce qu'avec mon objectif, c'est d'être, en fait, l'objectif des semences anciennes, c'est aussi de te faire tes propres semences, quoi. Comme ça, elles se font à ton terrain. Et le problème, c'est que dès que tu fonctionnes avec des engrais verts, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est-à-dire que soit pour le moment, soit tu les achètes. Le trèfle blanc nain, je l'achète, quoi. Enfin, j'ai pas trouvé de solution pour le moissonner, quoi, encore, quoi. Et donc voilà. Donc après, tu vois, je me posais la question aussi potentiellement de faire du couvert avec le sarrasin, parce que du sarrasin, j'en avoir beaucoup de trop par rapport à mon débouché. Tu vois, aujourd'hui, je fais du pain, mais bon, le pain au sarrasin, c'est pas ce qui se vend le plus. Donc du coup, en proportion, il me reste beaucoup de graines par rapport à ce que j'écoule, quoi, en production. Et là, sur la sélection des blés que tu as choisis, que tu m'as présenté tout à l'heure, est-ce que tu as sélectionné aussi en fonction de la hauteur des tiges pour essayer de faire le plus de biomasse, pour peut-être faciliter la moisson, que tu as
ta parcelle puisse mieux gérer l'enherbement? Alors effectivement, sur les hauteurs, ouais, effectivement, sur les blés anciens en général, on est sur des blés qui sont relativement hauts. Et d'ailleurs là on voit, là on n'est pas sur un blé ancien ici, on est sur un épeautre, hein, un épeautre standard qui doit être un épeautre hybridé, parce que j'ai pas trouvé, je voulais chercher un épeautre ancien, j'ai pas trouvé. Du coup je suis parti là-dessus, hein, par défaut. Moi je m'interdis pas de travailler avec de l'hybridé non plus, hein. On voit qu'il est pas très haut, hein, tu vois, on est en dessous de la taille. Tout à l'heure on voyait bien qu'on était limite plus haut que nous, quoi. On était quasiment à 1,80 m, quoi. Donc effectivement tu as beaucoup plus de biomasse. Moi la paille je la restitue entièrement, toute la paille est restituée au terrain. Parce que je fais le pari aussi de travailler sans apport animal. Et donc de favoriser vraiment voilà, le végétal, les couverts. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je restitue ma paille, quoi, pour apporter de la matière organique. Donc après, est-ce que la hauteur des blés anciens est plus couvrant? Je pense pas. Je pense que là, il faut plus travailler sur vraiment en fait, du couvert végétal. En fait. Donc on peut imaginer semer, en fait, j'ai pas encore testé ça, mais semer directement derrière dans le trèfle blanc nain et voir les levées, en fait, que tu peux avoir. Donc voilà, il y a des choses à tester que j'ai pas encore testé. Ouais, tout est à faire, mais on va y arriver. Du coup, là, c'est pour bientôt la moisson? Ouais, dans 15 jours, 3 semaines, on voit que c'est encore un petit peu vert. Je pense que 15 jours, 3 semaines, tu vois, souvent, là, je me suis acheté un petit testeur, en gros, qui permet de tester, en fait, le pourcentage d'humidité résiduelle dans le grain. Moi, ça me permet, moi, j'ai pas encore le savoir-faire de mon pote Manu, donc lui, il te met un grain sous la dent, il croque et puis il dit c'est bon, mais bon, moi je suis assez pragmatique, donc moi je prends mon appareil, je regarde si on est aux bonnes proportions en termes d'humidité, puis ça me dit si je peux récolter ou pas. Et voilà quoi. Et puis en fait le truc c'est qu'aussi aujourd'hui on perd un peu, vu qu'on fonctionne beaucoup avec des entrepreneurs aussi en termes de moisson. Du coup des fois en fait on subit un peu la disponibilité de l'entrepreneur. Et du coup, des fois, on se retrouve à être obligé de le battre trop tôt ou trop tard. Et donc, du coup, il peut avoir pris la pluie et tu te retrouves obligé de le sécher, quoi. Ce qui est une aberration, quoi. Parce que théoriquement, si tu le récoltes vraiment au bon moment, bon, il y a des années peut-être où tu peux pas, mais tu le récoltes au bon moment, théoriquement, tu ne dois pas avoir besoin de le sécher, quoi. Et là, tu espères faire combien de quintaux? Faudrait que ça... Là, sur les deux, si j'arrive à 10-15 quintaux sur 1 hectare, je serais content, ouais. Et avec 10-15 quintaux, tu nourris combien de personnes? Je sais plus, je sais que j'avais... moi, mon besoin, c'était... Alors, du coup, je prenais tout confondu, parce que là, on est sur de l'épeautre, c'est encore différent, tu vois. Mais en tout confondu, je partais sur 8 ou 9 tonnes de farine. Faudrait faire le calcul, mais sur 8 tonnes de farine, donc du coup ouais, c'était en 8 tonnes de blé. Donc c'était même pas de farine, c'est 8 tonnes de blé, et donc du coup 80 quintaux. Donc tu vois, moi sur les variétés anciennes, en fait, on est sur des rendements qui sont beaucoup plus faibles. Donc de façon générale, on est sur les très bonnes années, on va être à 25 quintaux. Moi en ce moment, vu que je suis pas très bon, je suis plutôt à 10 quintaux. mais tu vois, 10 quintaux ça fait 1 tonne, moi il me faudrait 8 hectares. Alors j'espère, l'idée c'est de semer 6 à 7 hectares par an pour pouvoir être autonome et puis pour pouvoir nourrir et sortir 250 kg de pain semaine. Tu vois, c'est à peu près ça, le ratio. De semer 6 ou 7 hectares de céréales et pouvoir sortir 250 kg de pain semaine. Donc sachant que tout mon modèle est là-dessus un peu, quoi, sur les 250 kg de pain semaine que je répartis sur 2 fournées et qui me permettent sur le papier de tirer un SMIC, quoi, un SMIC mensuel. Et de nourrir du monde. Et de nourrir du monde, ouais. Oui, c'est l'objectif. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, et puis voilà, vraiment d'avoir une continuité, quoi, avoir vraiment du grain, de maîtriser toute la filière. Et puis on voit bien que dans le contexte sanitaire, le contexte
l'amplification des crises géopolitiques, on voit bien que ça devient indispensable en fait d'être autonome et de dépendre de moins en moins de personnes, quoi. Après, c'est tout le temps trouver la bonne balance entre l'autonomie puis d'y laisser sa peau, quoi, parce que du coup tu peux vite passer ton temps à bosser, quoi. Heureusement que j'ai ma famille et puis ma chérie qui fait aussi un 100% avec moi, quoi, en plus de son 100% de son côté, quoi. Donc non. Bon, c'est un challenge pour le moment. Pour le moment, ça, on s'en sort pas trop mal. Voilà, on verra dans 4-5 ans, quoi. Donc là, du coup, c'est céréales. Après, c'est direction le moulin et puis la boulange. On a fait une petite immersion chez le paysan. Maintenant, on va voir le boulanger. Et du coup, entre les deux, là, du coup, tu moissonnes ton grain. Ouais. Et après, c'est quoi l'étape d'après Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore complètement autonome. Donc effectivement, j'ai pas mon moulin. Donc le moulin, on va le chercher la fin de la semaine prochaine chez Samuel Poilane, qui est en milieu Bretagne, à Lorénane. Qui fabrique des moulins sur meule de pierre, donc des moulins de type astrier. En quoi c'est intéressant la meule de pierre? Donc j'en parle succinctement, c'est juste que du coup, en fait, en gros, il faut savoir que toutes les farines que tu achètes dans supermarché, etc. En fait, en gros, ça passe en cylindre, donc dans une douzaine de cylindres. Le son, alors dans le blé, tu as le son, tu as l'amande, hein, le sucre, et puis au milieu, tu as le germe du blé. Et en fait, systématiquement, dans ces moulins-là, les moulins industriels, on vire le son, on vire le germe du blé et on conserve que l'amande. Et l'amande, en fait, c'est que du sucre. Et voilà. Et après, on réintègre le son pour faire de la T80, de la T110, etc. Donc des farines plus ou moins complètes. Et le germe du blé, c'est un sous-produit que tu rachètes en complément alimentaire. Et en fait, l'intérêt des meules sur pierre, c'est qu'en fait déjà tu as un rendement qui est relativement important, tu n'es pas obligé de le passer 15 fois dans ces cylindres. Là tu passes sur une meule de pierre, donc tu as un rendement qui est quasiment de 80% quand tu gères bien. Par rapport à ta quantité de blé, tu récupères 80% en farine. Et en plus tu intègres directement ton son et ton germe du blé. Le germe du blé dans lequel le son dans lequel tu as tous les minéraux, et le germe de blé dans lequel tu as en fait toutes les vitamines, tous les antioxydants. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc là, fin de la semaine prochaine, on va le chercher, on va l'installer. Et puis après, du coup, aujourd'hui, je travaille avec le moulin de la Brosse, donc, qui est... alors maintenant, c'est Benoît, je ne connais plus son nom, et anciennement Joseph Gendronneau, qui est un ancien agriculteur qui a fait un moulin et qui fait de la mouture pour les paysans. Et lui, il fonctionne qu'en non hybridé, en local et en bio, qui travaille très bien. Sur Moulin du Tyrol, donc c'est aussi des moulins à meule de pierre. Et en fait, du coup, le truc, c'est qu'il faut lui emmener le grain. Donc déjà, il est à 45 minutes d'ici, donc il faut lui emmener, si tu vois, cette année, là, je table sur peut-être 70 quintaux au global, donc 7 tonnes. Donc ça va être compliqué quoi, de lui emmener, on va voir comment on va se démerder. Si je lui emmène une partie et je démarre sur mon moulin, on va voir. Ça risque d'être un peu compliqué, mais tu vois tout de suite que ce travail de manutention est tout de suite chiant, quoi. Est tout de suite pénible. Et donc du coup, si tu fais tout sur place, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Et en plus, c'est un coût, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il faut compter, donc il y a le coût de séchage éventuel. Si on gère mal l'humidité, comme on disait tout à l'heure sur les grains, ou s'il y a un coup de flotte au mauvais moment. Il y a le triage. Donc là, aujourd'hui, nous, on a aussi un système de tri, des petits systèmes de tri succincts mais efficaces. Donc avec un ensemble de 3 trieurs, un trieur cyclonique, alvéolaire et puis un trieur à grille, type Dupuis. Et ce qui permet en fait de faire le tri et d'avoir une semence qui est propre pour derrière pouvoir la passer dans le moulin. Et le moulin, en fait, lui, donc sans parler de ces parties-là, séchage et triage, juste le fait de faire la mouture, donc faire la farine, en fait, faut compter 60 à 65 centimes du kilo de farine. Ça veut dire que quand tu sais que, voilà, tu fais le calcul, mais quand tu sais que tu vas passer 8 tonnes de blé, tu sais que déjà, tu as payé plus de la moitié de ton moulin dès la première année, quoi. Donc c'est relativement intéressant d'avoir un moulin, quoi. Même si tu ne fais pas tout, mais assez rapidement, il va être rentabilisé, quoi.
Donc c'est pour ça qu'on fait le choix aussi d'intégrer le moulin, quoi. Et puis derrière, ça te permet, en fait, il faut savoir, souvent les boulangers disent plus une farine a du plancher et plus c'est intéressant, plus c'est facile en fait. En fait, en gros, plus une farine est faite depuis un petit moment, plus elle est facile à pétrir, à façonner. Mais le problème, c'est que plus ta farine est vieille, moins elle est intéressante d'un point de vue nutritionnel. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir, nous ce qu'on veut, c'est avoir un moulin qui va être à l'étage et avoir des petits systèmes de silos tampons, et pour pouvoir trouver un peu le juste milieu entre d'un côté le travail du boulanger, puis d'autre côté le point de vue nutritionnel, quoi. Donc c'est l'idée. Comment tu fais ton pain? Quelle est la spécificité? Tu travailles avec des levures, du levain et Alors en fait, en gros, nous on a fait le choix de pousser le bouchon jusqu'au bout. Donc on va essayer de travailler avec des variétés anciennes, tout intégré, travailler avec des meules de pierre pour les raisons que j'expliquais juste avant, et travailler au levain, et travailler derrière, faire une cuisson au feu de bois. On y reviendra tout à l'heure. Travailler au levain, qu'est-ce que le levain et la levure en fait? Je ne sais pas si tu es au courant de la différence levain-levure. Moi, j'ai l'impression que si avec du levain, on va avoir des trucs qui vont être plus ou moins digestes et qu'avec les levures, c'est pas terrible, quoi. Ouais, et en fait, en gros, si tu veux, en fait, c'est une différence qui est primordiale à connaître. C'est que, en fait, aujourd'hui, en boulangerie, depuis les années 50, depuis même un peu avant, la découverte de Pasteur de l'intérêt de la levure, donc sur la fermentation, en fait, on a développé du pain à la levure. Aujourd'hui, la levure, quand on dit du pain à la levure, toutes les boulangeries elles fonctionnent que à la levure, et en fait, c'est une seule souche de levure, donc c'est Saccharomyces cerevisiae, donc c'est la même levure qu'on utilise en brasserie, donc c'est une seule souche de levure. Dans un levain, c'est quoi un levain? C'est de la farine et de l'eau qu'on laisse fermenter, donc on est sur un produit fermenté, et en fait, en gros, vient coloniser un ensemble de micro-organismes sur cette farine pour la dégrader. Donc en gros, il faut 10-15 jours pour faire un levain, et en fait, dans son levain, tu as tout un panel de micro-organismes, tu as des moisissures, donc tu as une trentaine de différentes bactéries, tu as des bactéries, excusez-moi, tu as une trentaine de différentes bactéries, tu as des moisissures, des levures. Tu as à peu près, je crois qu'il y a 25 levures différentes référencées en France, sachant que ça peut un peu varier après. Et en fait, tous ces micro-organismes, tu as des enzymes et des ferments aussi. Et tous ces micro-organismes qui colonisent sont endémiques en fait au boulanger et puis à l'environnement. Donc ça veut dire qu'ils diffèrent un peu d'un paysan à un autre, d'une région à une autre ou d'un pays à un autre, quoi. Donc vraiment, tu as une colonie, quoi. Et dans les bactéries, par exemple, tu as les bactéries lactiques qui sont... Alors je rentre un peu dans le détail. Les bactéries lactiques, tu as des bactéries hétérofermentaires et homofermentaires. Donc en gros, qui fermentent, soit tu as des bactéries lactiques qui fermentent sont sur une seule fermentation et d'autres qui sont sur deux types de fermentation. Donc soit elles sont que en lactique, soit elles sont en acétique et en lactique. Et en fait, en gros, avec un levain, tu vois que tu es sur 3 fermentations. Alcoolique, acétique et lactique. Donc alcoolique, la bière, acétique, le vinaigre, et lactique, le lait, quoi. Le lait et le yaourt, pardon. Et en fait, en gros, tout de suite, tu te rends compte que tu prédigères, tu dégrades la matière pas du tout de la même façon quand tu travailles au levain que quand tu travailles à la levure. À la levure, Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure en boulangerie, en fait, elle est intéressante parce que elle est très fermentescible, donc tu vas principalement dégager du CO2, donc tu vas donner du volume au pain. Mais tu vas en fait, en gros, je caricature, hein, je vais peut-être me faire taper dessus par ceux qui regarderont ça, mais en fait, en gros, tu bouffes du pain à la levure, tu manges du pain à la levure, c'est comme si tu as le même apport nutritionnel que de la farine et de l'eau. Donc en fait, tu comprends que tu surcharges ton système digestif et en fait, c'est ton système digestif qui se retrouve à faire tout le travail. Alors que sur du pain au levain, tu as prédigéré, tu as même des enzymes qui s'appellent les protéases qui dégradent les protéines. Et aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de problématiques de gluten, mais le gluten n'est pas forcément incriminé. Certes, depuis les années 1950,
Pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires, on a développé et favorisé des blés très riches en protéines et donc du coup en gluten, parce que le gluten diffère d'une farine à l'autre, mais en gros le gluten c'est 2 protéines en général. Ça diffère un peu des fois, mais c'est gliadine, gluténine, qui sont assemblées chimiquement et mécaniquement. Et en fait, en gros, tu vois que les protéases, elles te dégradent ça. Et en fait, sauf que quand tu favorises ça pour pouvoir travailler mécaniquement ces pâtes, tu vois, dans les industries agroalimentaires, pour pas que ça colle, pour pas que ça déchire, faciliter le travail, et du coup, derrière, si tu travailles à levure, si c'est pas dégradé, forcément, à un moment donné, ça bloque. Donc, tu as de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au gluten, alors que le problème, c'est pas forcément le gluten, c'est le gluten, plus l'augmentation du gluten, plus le fait qu'on mange tout à la levure. Et puis en plus, on mange très diversifié, très varié, tu vois, un boulgour, un couscous, pâtes, enfin, on bouffe du blé tout le temps, quoi, qui n'est pas fermenté. Donc le levain, c'est primordial de connaître cette différence, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant de voir les farines qu'ils utilisent pour faire les pizzas, de voir comment elle est élastique, mais après, il faut digérer la pizza, quoi. C'est ça, mais en fait, le truc en plus, tu prends un très bon exemple, parce que les farines de pizza, c'est des farines en général qui sont des farines de force, et donc du coup qui sont avec des gluten, en fait avec des protéines très riches en protéines, et donc du coup qui sont d'autant plus dures à digérer. Donc ouais. Alors, et puis il y a une autre notion aussi qui est hyper importante, c'est quand on parle aujourd'hui l'appellation pain au levain, à faire attention parce que les gens vont aller prendre du pain, demander du pain au levain au boulanger, mais dans pain au levain, la législation autorise 0,2% de levure. Et du coup, c'est la levure qui colonise tout, et exactement, en fait, ça donne donne juste le goût. C'est exactement ça. Mais du coup, pourquoi on utilise, pourquoi entre guillemets, il y aurait cette tricherie? Est-ce que c'est plus compliqué de faire du pain au levain? En fait, quand tu te retrouves vraiment sur la partie boulange, à répondre aux besoins des consommateurs, à savoir, moi j'aime bien avoir une voiture avec les portes rouges, la carrosserie verte, tu vois. En fait, les consommateurs, ils veulent, mais moi j'aimerais bien un pain avec des petites graines, je voudrais un pain. Donc en fait, les boulangers, ils sont diversifiés, ils offrent 15 différents pains, plus ils font des croissants, en plus ils font des sandwichs. Si tu veux, à un moment donné, tu peux pas tout faire, quoi. Et puis en plus, il y a une notion de temps. Moi, dans le pain qui me prend le moins de temps, tu vois, il est déjà, ne serait-ce qu'en termes de pouces, il est sur quasiment 4 heures de pouces, de temps où il reste en fermentation, quoi. Tu vois, où je fais rien, quoi. Et ça, c'est celui qui est le plus court, quoi, en termes de temps de fermentation. Alors qu'à la levure, ça va très vite, quoi. Et tu vois, pour te redonner un exemple sur cette notion levain-levure, tu loupes ta pâte en levure, ça retombe, tu repétris, tu remets de la levure, tu repétris, ça repart. Au levain, tu loupes ta levée, c'est mort. Ton pain, il est plat et tu ne t'en feras plus rien. Tu peux juste le donner aux poules et c'est foutu, quoi. Donc, c'est... Et en fait, c'est pour une question de diversification du pain. Moi, je travaille avec 5 pains, quoi. J'ai 4 à 5 pains maximum parce que après aussi, voilà, j'ai pas 40 ans de métier, mais néanmoins, les paysans boulangers, vraiment, qui travaillent tout seuls, ils peuvent pas faire 50 pains différents, quoi. Tu vois, ça reste compliqué, quoi. Donc du coup, pour une question de souplesse, d'organisation de travail, le travail à la levure, ça te simplifie vachement de choses. Puis ça vend du vent, quelque part. Tu as aussi cette notion-là, quoi. Puis un levain, l'autre truc aussi, c'est qu'un levain, tu l'alimentes tous les jours, tous les 2 jours, quoi. Un levain, voilà. Puis tu as une notion instable. Aujourd'hui, toi comme moi, tu vois, quelque part, on a tout le temps besoin de nos petits repères. Voilà, tu vois, attends, là, le pain, il est trop cuit aujourd'hui, quoi. Tu vois, et tout le temps, tu vois, en fait, non, mais quand tu travailles au pain au levain, c'est de la matière vivante, et il y a des jours où je suis mal réveillé, je vais enfourner, je vais enfourner trop tard, trop tôt, le pain, il n'a pas la même tête. Et puis on aime bien, on est dans une société où tout doit être normé, quoi. Tu vois, les mâches, elles ont toutes telle hauteur, hein, tu vois, enfin, tout est normé, quoi. Donc c'est là, en fait, ça commence par ça, en fait, ça commence par le consommateur, quoi. Voilà pourquoi, enfin, à mon sens, en fait, on travaille plus à la levure qu'au levain, quoi. Ça fait quand même pas mal de bons arguments pour en tous les cas, manger du pain au levain, quoi. Ouais, oui, je pense, ouais.
Alors, en termes d'orga, comment je m'organise en fait, déjà, moi, je me fais tout le temps ma petite fiche là derrière, là, sur le côté, donc que je fais en amont. Donc, j'ai tout le temps en fait en fait, moi, je fonctionne en fait beaucoup sur commande, du coup, pour limiter les pertes. Donc, en fait, mes clients commandent en amont. Donc, du coup, à J-2, je prépare ma commande. Donc, j'ai à peu près 1h30, 2 heures de préparation, de dosage, etc. Je tire mon eau pour que l'eau soit à température. En fait, moi, je régule pas la température, hein. Je travaille je mets plus ou moins d'ensemencement. Je travaille avec l'ensemencement, donc avec la quantité de levain que je mets. Donc, du coup, pour aller plus vite ou moins vite, en fonction de la température globale de l'atelier, qui est isolée. Donc, ça permet de limiter aussi les variations de température. En ce moment, il fait très chaud. Donc, du coup, j'ai 3 différents pétrins. Donc là, c'est bien parce que ça donne un bon exemple. Sur l'eau, est-ce que tu utilises une eau spéciale ou l'eau du robinet? Est-ce que le fait de la tirer à l'avant, c'est intéressant pour enlever peut-être que le chlore s'évapore? Et parce que si tu travailles avec du vivant, le chlore, c'est que c'est pas... Exactement, tu as apporté une partie de la réponse. C'est que effectivement, le fait de tirer à l'eau, ça me permet d'être à température ambiante, de travailler avec tout à la même température, farine, eau et puis le vin, qui sont à la même température. 2, ça me permet d'évacuer le chlore, donc de limiter en fait un élément potentiellement qui va limiter la prolifération des bactéries et puis des différents micro-organismes présents dans le levain. Et puis après, aujourd'hui, mon levain, alors ça c'est un des hic, hein, mais bon, j'y passerai. Mon levain, il est alimenté à l'eau en bouteille, hein, pas bien Daniel, mais du coup, je fais ce choix-là pour justement qu'il soit le plus actif possible. Puis demain, l'idée, c'est effectivement d'investir dans un petit système de filtre, un filtre Doulton ou autre, tu vois, pour pouvoir tirer l'eau puis éviter d'avoir à chaque fois un consommable. Ce qui me chagrine à chaque fois. Et donc, ouais, c'est pour ça que ouais, c'est effectivement important de tirer l'eau avant, quoi. Sur les pétrins, du coup, donc là, ce qui est intéressant d'un point de vue pétrin, il y a tout le temps des questions qui se posent. C'est sur quel type de pétrin partir. Moi, du coup, en fait, je suis parti dans un premier temps sur le pétrin à bras plongeant. Pétrin à bras plongeant, en fait, c'est type pétrin Artoflex. En fait, c'est des pétrins qui reproduisent les mouvements du boulanger, donc qui brassent comme ça, qui brassent en vitesse relativement lente, et ce qui permet de limiter l'oxydation de la pâte. En fait, en gros, plus tu pétris une pâte, plus tu oxydes, plus tu perds en fait les arômes et les goûts. Et donc du coup, en fait, là, ça limite. Et ça permet de travailler des gluten qui sont beaucoup plus fragiles en fait. En gros, les gluten de variétés anciennes, généralement, sont plus fragiles. Et donc du coup, ce genre de pétrins sont plus appropriés. Donc c'est pour ça que j'étais parti là-dessus à la base. Donc celui-là, il fait 60 litres. Après, je me suis rendu compte que souvent, j'avais des petites quantités de pain aussi. Donc je suis parti sur un batteur. Donc c'est un pétrin à spirale. Donc là... Tac, tu vois, c'est une spirale qui tourne. Qui est plus utilisée souvent en pâtisserie. Donc on a une spirale qui tourne comme ça. Qui est intéressant quand tu fais de la brioche ou des choses comme ça. Puis après, là, ça c'est un pétrin beaucoup plus classique. C'est un pétrin, ce qu'on appelle à axe oblique. Où on a un axe qui tourne. Et puis, du coup, la cuve qui est entraînée. Voilà, du coup, en fait, ça, je l'ai racheté dernièrement parce qu'en fait, je me retrouvais à faire trop de tournées sur celui-là. Et j'avais pas une quantité suffisamment importante. Et avec ça, du coup, là, maintenant, je suis opérationnel. Et puis, le fait d'en avoir 3, c'est que je peux mener 2 fronts, en fait, 3 pains en même temps, quoi. Bon, c'est un peu sport, hein, je te cache pas. Mais voilà. Donc moi jusqu'à présent, tu vois, j'en étais venu c'est un élément important aussi dans mon organisation de travail, c'est que j'en étais venu en fait à démarrer à 2 h du matin et puis terminer tout vers 14 h, 14 h 30, tu vois. Donc ça faisait des sacrées journées de travail. Et puis en plus, en fait, tu es tout le temps en boulange, tu es tout le temps poussé par la pâte, en boulange au levain. Et donc en fait, du coup, tu peux pas vraiment t'arrêter, quoi.
Donc c'est 2h, 14h non-stop sans pause café, quoi. Enfin, il n'y a pas un moment où tu dis, tiens, je vais faire une petite pause, quoi. T'es taquet, quoi. Et puis des fois, tu es tout le temps un peu en retard en plus. Donc tu es tout le temps merde, la pâte elle pousse trop. Puis si une pâte pousse trop, elle va être plus dure à façonner. Donc du coup, elle va moins se tenir. Donc tu vas avoir des pains qui auront moins de tête, qui vont être plus plats. Donc voilà, faut vraiment là-dessus, il ne faut pas trop lâcher. Et du coup, en fait, je suis passé sur, j'ai fait le choix d'un investissement un peu plus conventionnel, hein, donc à savoir les chambres de pousse. Donc en fait, faut savoir que les bactéries, en fait, ce qui nous intéresse principalement, c'est bactéries et levures, hein. Les bactéries en dessous de 8 à 10 degrés, en fait, elles ont quasiment plus d'activité. Donc quand tu es en dessous de 8 degrés, tu bloques le travail des bactéries. Seulement le problème c'est que si tu bloques à 8, donc tu consommes moins d'énergie, mais derrière les levures continuent, puis en fait tu fais du pain à la levure, quoi. Donc c'est un peu con. Donc tu bloques à 2. Donc moi ce que je fais en fait, la chambre de pousse, ça me permet de bloquer à 2 degrés. Et en fait de planifier, hein, donc 2 degrés parce qu'en dessous de 3-4 degrés, les levures ne travaillent plus que très peu, quoi. Donc tu bloques à 2 degrés, comme ça tu bloques tout le monde. Et en fait tu planifies le moment où tu veux, à quelle température et pendant combien de temps dure la chauffe. Donc tu planifies en fait ton temps de rechauffe. Donc ça veut dire que j'avais dit moi à J-2, je fais ma préparation. J-1, je pétris, je façonne. Tu vois, moi j'avance comme ça, hein. Tac, je mets là, je mets mon bac. Tac, je rentre dans le détail, mais tu vois, je balance ma pâte là. Je la mets sur l'échelle ici. Je la laisse pointer. Tu as une phase de pointage où elle fermente pendant 1h30 à 4 heures suivant les pâtes. Ensuite, je la prends, je la décuve, je la divise en format que je souhaite, suivant la taille des pains. Donc aujourd'hui, moi, ça va de 5 kg, des formats de 5 kg sur les marchés à des formats de 500 grammes. Je les façonne sur une table à façonner avec une petite feutrine là, qui est géniale d'ailleurs. Hein, s'il y en a qui s'intéressent à ça, la feutrine aussi, c'est pas mal, ça évite d'avoir de la farine partout. Et après, derrière, je mets en bâton, en moule ou en couche, en fait, pour permettre en fait, la phase d'après, qui est la deuxième phase de fermentation du pain. Et en fait, en gros, après, moi, une fois que j'ai fait ça, donc là, on est à J-1, et ben en fait, je les bloque dans cette chambre de pousse pour qu'au jour J, en fait, à 9h, bon, en général, c'est 9h, que mes pâtes soient prêtes. Elles arrivent à la température que je souhaite. Elles ont poussé dans la chambre de pousse et puis j'enfourne dans le feu, dans le four. Et donc en fait, ce qui est hyper pratique et ce qui permet, ça a été un choix vraiment, un choix on va dire de confort et puis un choix humain pour retrouver une vie familiale. Et puis parce qu'en fait moi un des trucs de base qui m'a amené sur le métier de paysan boulanger, c'était notamment le fait qu'en tant que maraîcher, moi ma femme est prof et puis les enfants sont en vacances et je ne pouvais pas prendre de vacances et ça me gênait. Du coup je m'étais dit bon je vais partir sur autre chose, donc j'avais cherché et j'en étais arrivé au métier de boulanger. Donc là c'est vraiment un choix aussi familial pour se dire de pouvoir se remettre dans un rythme cohérent avec les enfants. Tu vois, quand ça démarre à 9h, tu vois, je démarre, je me lève à 6h pour démarrer le four. Mais je peux aller prendre le petit-déj avec les gamins et avec les enfants, et puis, ou éventuellement vite fait les emmener à l'école parce qu'on n'habite pas très loin. Donc voilà, je retrouve un rythme familial qui, pour nous, aussi sur la construction de notre système, a été primordial, quoi. C'est la famille d'abord, et tu vois, après, le métier qui vient, qui doit apporter à la famille et être en accord avec notre éthique et nos valeurs, quoi. Mais ouais, la famille, ça reste... Enfin, l'humain, nous, on a placé l'humain en premier, quoi. Il y en a qui placent l'environnement en premier. Moi, je fais plutôt le choix de l'humain en premier. Du coup, cette chambre froide, ça a vraiment permis de pouvoir mettre pause sur le métronome ou sur l'horloge qui tourne et qui t'impose son rythme, quoi. Ça t'apporte en fait, cette chambre de pousse, c'est pas une chambre froide parce que tu peux aussi fonctionner avec une chambre froide. La chambre froide fait que du froid, bloqué en froid. Mais là, la chambre de pousse, ça fait du froid et elle refait du chaud. Donc ça veut dire que du coup, j'ai pas besoin de la ressentir un moment, attendre que ça repousse, etc. Le truc. Voilà, il y a une phase de programmation. Donc en fait, effectivement, ouais, ça
ça m'apporte vraiment de la souplesse dans mon travail. Mais d'ailleurs, c'est ça qui a révolutionné le travail des boulangers, hein, des boulangers conventionnels, j'entends. Hein, les chambres de pouce, ça a vraiment tout changé, quoi. Tu vois, les gars, ils ont pu retrouver une vie familiale, quoi. Alors aujourd'hui, ça tourne tous les jours avec des gens qui tournent en 3/8, tu vois, mais dans une boulangerie classique. Mais bon, c'est quand même un outil qui est, alors certes énergivore, mais qui reste hyper intéressant, quoi. Après, tu peux effectivement fonctionner avec du froid aussi. C'est aussi un autre truc, un autre fonctionnement. Mais cette chambre de pouce, ça t'apporte vraiment un aspect technique aussi. Parce que du coup, sur le fait de pouvoir gérer le chaud, tu t'affranchis aussi de la température extérieure. Et donc, du coup, tu peux aussi décider d'accélérer ta pousse, de ralentir ta pousse, de faire une pousse plus longue, de choisir ta température de pousse. Parce qu'en fait, en gros, il faut savoir que ces bactéries hétérofermentaires dont on parlait tout à l'heure, en fait, elles vont fonctionner en acétique ou en lactique suivant en fait, le taux d'hydratation de ta pâte, mais aussi de la température. Donc en fait, en gros, tout le jeu du boulanger, c'est en fait quand tu fonctionnes trop en acétique, donc souvent c'est trop froid et trop peu hydraté, donc tu vas avoir un pain très acide. Donc là, c'est que tu es trop en acétique. Et si tu vas vers sur du lactique, c'est une acidité qui se sent beaucoup moins. Mais en fait, si tu es trop en lactique, tu vas te retrouver sur des pains qui vont être trop hydratés et trop chauds. Et donc, du coup, qui sont intravaillables. Donc, tout le travail, c'est de se situer au bon endroit pour sortir, en fait, vraiment trouver le goût qui te plaît toi et qui plaît à tes clients, quoi. Et en fait, tout le challenge après, c'est de gérer en fait, ces temps de fermentation avec la bonne température du four, parce qu'en fait, du coup, je ne suis pas sur un four électrique, je n'ai pas fait ce choix-là, et je suis vraiment sur un four à bois, et en fait, c'est pareil. Là, le four à bois, des fois, en fait, si tu es arrivé à la bonne fermentation, tu sais que je t'ai dit tout à l'heure que moi, une fois que je dépasse le temps de fermentation, tout peut retomber, ce qui est pas, enfin voilà, et puis je peux plus rien en faire. Mais là, si je relance une bûche un peu trop au mauvais moment, derrière, tu te retrouves, tu es obligé d'attendre des fois 30 minutes, ça m'est arrivé, 30 minutes que ton four il redescende en température parce que tu dis merde, tu as relancé les bûches de trop qui font que ton four est trop chaud, quoi. Et donc là, du coup, quand le pain il est prêt, tu l'amènes à cuire au four à bois qui est là-bas? Alors quand le pain est prêt, quand il est prêt ici, je le balance dans la chambre de pouce. Et quand il est prêt dans la chambre de pouce, effectivement, je le sors. Et puis là, le four doit être prêt à température, quoi. Donc en fait, le four, il doit être entre 280 et 270 et 290, tu vois, en four à bois. Et suivant tes bois aussi, tu as une grosse différence, quoi. Ok, mais du coup, effectivement, là, on est devant la chambre de pouce, hein. Donc là, il y a le pain pour demain, lundi. Du coup, on a le pain qui est dedans, qui est au frais, qui est bloqué. Donc, je referme direct parce que là, on est à 1 degré, sinon ça va remonter direct. Et après, une fois que j'ai ça, je les sors en fonction des différents pains. Je les sors dans l'ordre et puis j'enfourne, quoi. Les questions se posent vraiment quand tu veux te lancer en tant que paysan boulanger. Le choix du four est primordial. Tu as de l'organisation, du confort et puis du plaisir, quoi. Moi, j'ai fait le choix plaisir et confort, quoi. En gros, tu as les fours électriques. Donc là, c'est simple, hein, ça va être hyper souple. Donc, tu y pilotes, tu mets 280 degrés, il va réguler et il va avoir une température qui oscille aux alentours de 280 degrés. C'est parfait. Après, donc maintenant, tu as des fours. Alors, le problème, c'est qu'en fait, en gros, tu n'as pas cette belle descente en température que tu vas avoir sur des fours à inertie thermique. Coucou, madame. Et du coup, l'intérêt des fours avec un peu plus d'inertie thermique, c'est qu'effectivement, tu profites de cette masse que tu as chauffée à la température et qui redescend tout doucement. Et en fait, c'est l'idéal pour un pain, c'est de cuire à chaleur tombante. Par contre, moi, si je veux lancer une brioche juste derrière ma fournée, je peux pas, quoi. Je suis obligé d'attendre 2 heures, que ça redescende à la température, tu vois. En fait, une brioche, en général, les brioches, c'est 180 degrés. Okay. Et puis, tu vois, moi, j'enfourne à 280. Donc, derrière, en fin de cuisson, je suis à 220. Et derrière, il faut que j'attende 1h30, 2 heures pour que ça redescende à température. Donc, c'est four électrique. Et puis, l'autre conséquence, c'est que le four électrique aussi, il a une grosse consommation
électrique. En plus, tu ne maîtrises pas parce que tu ne vois pas. C'est complètement décarboné, tu te branches et puis c'est bon, quoi. Alors que là, ben, tu te rends compte vraiment de ton impact en fait, carbone parce que tu l'alimentes en bois, quoi. Donc ça, c'est mine de rien, c'est un truc qui me tenait à cœur aussi, quoi. Parce que tu prends conscience de ton impact en fait, sur ton environnement lorsque tu l'alimentes, quoi. Moi, je mets à peu près allez, un tiers, une demi-stère, un tiers de stère, quoi, à chaque fournée, quoi. Donc c'est pas négligeable, tu vois. Donc moi j'ai ici un four qui fait... donc alors, il y a d'autres types de fours après, avec des inerties plus faibles. Donc type Ferma-Construction, Soupart, etc. Donc des fours en acier avec une sole quand même en pierre réfractaire pour apporter un peu d'inertie thermique. Mais donc du coup, eux, ils ont l'intérêt souvent que les fumées et les flammes ne passent pas par la chambre de combustion. Et donc du coup, tu peux aussi valoriser tout type de bois. Donc du bois de palette ou des choses comme ça, quoi. Donc vraiment, là, tu ne te prends pas trop la tête, tu peux valoriser plein de choses, ce qui peut être intéressant dans certains cas de figure. Par contre, en fait, c'est très souple aussi en termes de... Tu peux le démarrer très vite, parce que du coup, il va monter très vite en température. Par contre, le problème, c'est qu'il redescend très vite en température. Et puis souvent, tu es obligé de les déplacer, de déplacer les pins, parce que tu as des espèces de chauffes qui ne sont pas forcément homogènes, complètement homogènes. Et après, tu as les fours bâtis, quoi, un peu comme celui-là. Alors, dans les fours bâtis, tu as les fours à chauffe romaine. Je ne rentre pas dans le détail de tous les fours. Mais ceux qui sont en voûte, comme ça? Alors, les fours en chauffe romaine, tu as des grosses voûtes, avec souvent un gros volume d'air. Parce qu'en fait, les fours à chauffe romaine, c'est souvent les fours de ferme. Parce qu'en fait, en gros, ça te permet, tu mets ton bois directement sur ta sole. Et en fait, ça permettait aux fermiers de faire un peu de bois. Puis même si tu as des bois un peu dans tous les sens, tu l'enfournais. Et puis si tu as une sole qui fait 3 mètres de diamètre, tu mettais 2,50 mètres quoi, dedans, quoi. Donc c'est simple, quoi. Ça minimise le travail. Donc ça, c'est intéressant. Super intéressant. Par contre, derrière, en termes de nettoyage, tu es obligé de tout évacuer. Tu es obligé de t'évacuer tout dans un cendrier. C'est un peu plus sale, c'est un peu plus de temps de nettoyage. Et alors que là, mais moi, le choix que j'ai fait ici, là, on est sur un four qui a 16 mètres carrés d'emprise au sol. On a 80 tonnes. Donc là, on est sur une grosse inertie thermique. Donc là, c'est majoritairement une voûte en pierre réfractaire. Donc on l'a construit avec Vincent Chénaud, qui est un ancien paysan boulanger maintenant, qui est artisan et qui fait ça un peu aux quatre coins de la France. Et donc c'est pierre réfractaire. Et après, derrière, on n'a que du sable, donc qui apporte cette masse. Et après, moi, j'ai une sole qui fait 7 mètres carrés. Donc, ce qui me permet de mettre 80 kg de pain bien serré dedans, en pâte crue. Et tu fais combien de fournées par semaine? Alors du coup, moi je travaille lundi et jeudi. Enfin, je fais une fournée, une cuisson le lundi, une cuisson le jeudi. Et je fais à chaque fois 120, une moyenne de 120-130 kg. Et en ce moment, le jeudi, je fais un peu plus. Je fais un peu trop d'ailleurs, je suis sur 160-170 kg, ça commence à être vraiment beaucoup, quoi. Pour moi tout seul, c'est vraiment énorme. Donc, ça veut dire que tu arrives à faire deux enfournages sur une chauffe? Alors non, aujourd'hui, sur 120 kg, 130 kg, en fait, 110 kg, c'est un peu la limite. Tu vois, je peux rentrer dedans, sortir et en remettre un peu, mais en fait, en gros... les levées ne sont pas les mêmes quand tu es un peu trop bas en température, en fait. L'incidence de la température est hyper importante sur la levée de ton pain. Et un autre élément dont on n'a pas du tout parlé, en fait, c'est également l'humidité, l'ambiance que tu vas avoir dans ton four, l'humidité de ton four. Et en fait, en gros, pour l'humidité, on va le voir, c'est en fait là, je gère moi aussi l'humidité ici, là, avec des vannes. Et en fait, en gros, tu balances de l'eau sur des bueurs, donc des pièces métalliques qui vont vaporiser l'eau et apporter de l'humidité. Et en fait, si tu chauffes, donc sur la première chauffe, tu arrives à vaporiser ça, mais après, sur ces deuxièmes chauffes, en fait, les bueurs, ils sont redescendus en température et ils ne vaporisent plus rien. Et donc, du coup, en fait, tu vas voir quand on trouve des pains qui sont complètement ternes dans les biocopes, bon, ça m'arrive d'avoir des pains ternes, quand j'ai mal géré la buée, terne un peu pâle, et ben c'est ça, c'est la buée qui a été mal gérée. Et en fait, en gros, quand tu mets un pain avec la différence de température dans le four, si tu veux, en fait, se crée un phénomène de condensation sur ta croûte qui, en fait, permet le développement de ta pâte, qui ne sèche pas tout de suite, et en fait, également, qui favorise ce qu'on appelle la réaction de Maillard, en gros, la caramélisation de la pâte, et qui apporte les arômes, le goût de la croûte, mais également les couleurs, quoi.
Et en fait, si tu n'as pas ça, bah, tu as une couleur qui est toute terne, du coup, c'est pas vendeur. Et donc, du coup, c'est important de gérer ça. Et donc, en fait, sur ta deuxième fournée, tu ne peux pas trop le faire. Donc, du coup, en général, moi, je fais une première fournée. Et sur les 120-130 kg maintenant, je fais le choix de me refaire une toute petite fournée, même si ça va redescendre rapidement en température, mais je fais ce choix-là, quoi. Comme ça, au moins, je sécurise la levée de mon pain et puis le fait de pouvoir relancer un petit peu de buée, même si c'est moins fou qu'à la première fournée, mais ouais. Et donc, en fait, après, bah voilà, derrière, tu gères un... Donc, en fait, ça, c'est un four à gueulard. Ce qu'on appelle un four à gueulard, c'est un four avec une bouche, une gueule. Donc ça, c'est la gueule. Et en fait, c'est un four dans lequel on fait notre foyer ici. Donc du coup, on a ici le foyer, bah là, il est prêt pour demain. Donc on met le bois là-dedans. Et en fait, du coup, les flammes se font ici. On gère l'entrée d'air par là. Et derrière, je vous allume la lumière, hop. Et derrière, en fait, donc on a une rondelle qu'on enlève. Hein. Et en fait, vous avez tout de suite compris le système, c'est qu'en fait, dans le four, les braises et les flammes se font là. Mais en fait, en gros, tout sort par cette gueule-là, qu'on oriente à peu près toutes les 15-20 minutes pour chauffer de façon homogène l'ensemble de la voûte. Hein, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez regarder dedans. Et en fait, du coup, comme ça, on chauffe l'ensemble pour avoir la chauffe la plus homogène possible, sachant que généralement, sur les fours de masse comme ça, on a une chauffe qui est très homogène, même si on gère un peu moins bien le truc, quoi. Du coup, en fait, on a les flammes qui sortent par cette bouche. Et en fait, là, ici, on gère la sortie de ces gaz. Et en fait, ça s'appelle les hurrahs. Et en fait, tout le truc, en fait, ça consiste entre gérer l'afflux d'air et puis la sortie d'air. Et en fait, là, on gère deux hurrahs, donc c'est-à-dire deux sorties qui sont de chaque côté au fond du four et qui viennent sortir derrière l'ensemble des fumées dans la cheminée. Et en fait, c'est à ça de gérer. Quand on arrive en fin de chauffe, on a tendance à les refermer un peu pour conserver un maximum de chaleur. Et puis au départ, on tire un max pour vraiment étirer la flamme. Et puis aller vraiment faire en sorte que la flamme elle aille chercher bien loin. Et en fait, quand c'est bien chaud et puis qu'on gère bien, la flamme elle va chercher le fond de la voûte et puis en fait, elle tourne carrément. Parce que souvent, en fait, je l'oriente vers là, je vais fermer celui-là, ou je vais quasiment le fermer, puis là, je vais ouvrir un peu plus fort. Donc en fait, en gros, la flamme a fait le tour du four. Et en fait, en général, comment on voit que le four est à température? Il y a plusieurs façons de le faire. Hein, donc, moi, je me garde un truc très simple. J'ai mon laser. Moi, j'ai un point de référence. Je prends tout le temps le même. Et puis, il y a également un autre côté, en fait, c'est que dépasser une certaine température, l'ensemble de ta voûte redevient blanche. En fait, tu as un phénomène de pyrolyse qui se fait, comme dans un four électrique. Hein. Tu as la fonction pyrolyse. Tu as un phénomène de pyrolyse qui se fait. En fait, toute la partie noire, hein, non brûlée, en fait, elle brûle toute, quoi. Et en fait, tu retrouves une voûte qui est complètement blanche. Et là, tu sais que, bon, là, t'es chaud, quoi. T'es chaud, mais tu sais pas si t'es pas trop chaud. Voilà, c'est ça. C'est ça le... Ouais, exactement. Donc là, du coup, il faut contrôler. Et savoir si t'es trop chaud, il y a plusieurs façons. Moi, je contrôle tout le temps de la même façon. Donc, c'est en pied de voûte. Je prends tout le temps le même référentiel. Je fais un balayage au minimum avec mon laser. Et sinon, il y en a qui fonctionnent à la farine. Tu balances de la farine, elle doit noircir, elle doit brunir, mais pas noircir. Tu vois, tu balances un peu de farine. Tu vois, si elle reste brune, ça va. Si elle noircit, c'est pas bon. Et sinon, c'est le coup de la feuille de papier, quoi. Ça, c'est les trucs à l'ancienne, quoi. Mais si tu mets une feuille de papier, elle doit pas brûler, quoi. Elle doit brunir, mais tu vois, elle doit pas devenir noire et brûler, quoi. Donc voilà, moi je fonctionne plutôt en mode laser. C'est plus simple pour moi. Et donc du coup, voilà. Alors l'inconvénient de ce four-là, c'est que du coup, donc c'est hyper pratique parce qu'en fait ça, une fois que c'est fini, c'est assez simple, tu vois. J'enlève. Du coup, et je remets ce qu'on appelle le gueulard. Je remets la rondelle et en fait derrière, j'ai mon balai.
et je passe un coup de balai sur l'ensemble de la sole pour juste cleaner. Et en fait, après, ben, j'y vais avec la pelle et j'enfourne l'ensemble du pain, quoi. J'enfourne l'ensemble du pain. Et en fait, l'inconvénience de ce four-là, je ne l'ai pas dit, mais c'est que en fait, en gros, il te faut un bois qui soit plutôt calibré assez fin. Donc ça, c'est idéal, quoi. Assez sec et assez fin. Donc quand tu te retrouves avec de la tige comme ça, des petites tiges comme ça, c'est top, en fait. Il te faut de la flamme, il ne faut pas trop de braise. Donc tu ne peux pas mettre des grosses bûches. Tu peux mettre, ouais, l'idéal, c'est de la croûte ou des petites croûtes de chêne comme ça. Si tu mets de la bûche, en fait, tu vas avoir trop de braise et tu vas pas avoir de flamme. Donc en fait, tu vas créer vachement de chaleur en fait dans le foyer. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est emmener de la chaleur en fait dans la zone de cuisson. Donc il faut de la flamme. Et en fait, là, dernièrement, je suis passé sur du peuplier aussi, mais j'ai pas du tout les mêmes chauffes en fait. J'ai en fait sur une chauffe au chêne, je montais à 280, je redescendais, on va dire, je mettais 15 minutes pour redescendre à 270 ou 20 minutes. Là, avec le peuplier, en 5 minutes, je suis redescendu, quoi. Donc en fait, la logarithme népérienne, là, la courbe de descente en température, elle est beaucoup plus abrupte sur certains types de bois que d'autres, quoi. Donc du coup, ça c'est aussi à prendre en compte, quoi, quand tu fais ton bois. Pour un peu que tu aies un bois humide, je te raconte pas, quoi. Tu mets 10 ans à le démarrer et puis ça chauffe pas pareil, quoi. Enfin, tu vois, comme quand on fait une cheminée, en fait, quoi. Donc voilà, et ça, c'est vraiment aussi, ça, c'est le côté plaisir, c'est de voir la flamme, de travailler tu vois, enfin, ça, c'est un kiff, quoi. c'est énorme, quoi. Moi, c'est vraiment la partie que je préfère. L'enfournement, la gestion du feu, petit côté homme de Cro-Magnon, quoi, qui est sympa, quoi. Ils fabriquent les fours comme ça? Tu te fournis où comme ça? Donc là, ça, c'est... Alors, moi, du coup, j'ai contribué à le fabriquer. Et en fait, c'est avec il y a plusieurs artisans. Il n'y en a pas 36, hein, mais du coup, moi, j'avais trouvé Vincent Chéneau. Donc, c'est lui qui avait fait, en fait, c'est un ancien paysan boulanger. Donc, qui s'était déjà fait la main à droite à gauche. Et en fait, qui avait fait le four de mon tuteur SIAP, de Mathieu Faverial à Dompierre-sur-Yon, là, la ferme du Pinson. Tout ce qui est porte et tout, là, c'est... Alors, en fait, en gros, ça, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Ça, on l'a acheté en neuf. Tu vois, d'ailleurs, il n'était pas assez sec, il a tout fissuré. La porte, j'ai été le chercher dans le sud de la France pendant mes vacances. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin aussi. Je l'ai fait retaper par Julien Père, là, qui est un métalleux qui travaille très bien, qui a été super sympa, qui est intervenu direct, qui m'a refait même un pion et tout, qui me l'a remis un peu en état parce qu'elle était un peu... il y avait du jeu dedans, etc. Il m'a refait une pièce. Donc non, c'est top, quoi. Après, voilà. Après, l'ensemble des pièces, il y a des boîtes qui font ça. Et puis Vincent Chéneau, lui, il avait les contacts pour le gueulard ou les choses comme ça. Et pour les hurrahs, il avait dessiné des trucs aussi. Mais ouais, aujourd'hui, t'as plus grand monde qui sait faire ça, quoi. Après, ça reste pas infaisable, quoi. Si tu veux, ça reste relativement simple, en fait. En fait, ce que Vincent a apporté vraiment, c'est les volumes par rapport aux quantités de pâtes, les hauteurs de voûte, tu vois. Ça, c'est des trucs que moi, il aurait fallu faire une petite recherche là-dessus. Moi, j'en avais pas le temps, quoi. J'étais en pleine réno des bâtiments, tu vois. Yes, du coup, en termes de commercialisation, c'est Linda la responsable commerciale. Oui, c'est vrai ça maintenant que tu le dis. Donc moi, à côté de mes activités de musique, je m'occupe de la livraison des produits parce qu'il était bien évident que se lever tôt pour faire chauffer le four, parce qu'on n'appuie pas sur un bouton, vous l'aurez compris, c'est assez long, de le monter à la bonne température, d'enfourner, puis quand on parle de 120, 150 kilos, 170 kilos, faut quand même un peu d'énergie. Donc à la fin de ça, il était quand même fatigué. Et puis moi, je voulais prendre part à l'entreprise, donc je l'ai intégré en tant que livreuse. Et puis on a la chance de travailler avec des beaux partenaires, les 3 Biocoop qu'on a sélectionnés sur le littoral et qui nous ont sollicités parce qu'ils avaient des demandes, et on était prêts
quasiment en même temps qu'eux, quoi. Donc on a commencé à livrer à Saint-Jean-de-Mont, une Biocoop qui a ouverte il y a 1 an, date d'anniversaire quasiment aujourd'hui, et aussi Saint-Hilaire-de-Riez, sur le littoral aussi, et à Challans. Donc ça avait du sens aussi parce qu'on était un peu au centre de tout ça. Donc l'idée c'était de travailler avec des acteurs locaux et donc vraiment sur notre territoire. Donc c'est des gens avec qui on discute souvent des problématiques, que ce soit de tout le domaine d'agriculture bio et puis des problèmes climatiques, etc. Enfin, c'est des gens super ouverts. On travaille également avec une petite épicerie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps sur une ville juste à côté, un petit village de Coex, qui a ouvert le Vrac des Lots, tout à fait, et qui a ouvert une antenne sur Bretignolles cette année. Donc c'est un défi aussi qu'elle se lance de proposer du vrac et des produits locaux bio de qualité. On travaille aussi maintenant avec le collège Pierre Garcy-Ferrand de Saint-Gilles. Donc là, on est super contents. On a des cuistots et chefs cuistots là, qui sont super motivés à intégrer du bio, du local, qui font tout eux-mêmes, qui sont des personnes assez engagées. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on travaille avec des gens qui sont hyper engagés à tous les niveaux, quoi. Que ce soit le Vrac des Lots, la petite épicerie qui est orientée zéro déchet, que ce soit les Biocoop qui sont ultra militants, qui nous ont soutenus dès le départ, que ce soit la resto collective, et qui nous soutiennent quoi, véritablement. Quoi. Tu sens que là, il y a des gens qui sont motivés, qui veulent faire avancer les choses et qui sont derrière nous, donc ça fait vachement plaisir. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, on a refusé dernièrement, s'est posé la question d'en prendre plus pour potentiellement embaucher quelqu'un, et je pense qu'on est, moi j'étais pas encore prêt, donc on a commencé, puis en fait j'étais trop dans le jus, mais c'était important d'essayer, je pense, je prends la parole, mais c'était important d'essayer pour pas se dire « Ah, on aurait dû ». Vaut mieux le tenter. Après, on dialogue beaucoup avec tous nos partenaires, donc se dire bon, là on s'est un peu emballé parce que un jour de vente, c'est aussi un jour de production. Donc pour avoir du pain, il faut en réalité 3 jours. C'est le levain, le lendemain la production et après la cuisson. Donc on se rajoute pas juste une journée quoi. Et puis il y a les moissons qui arrivent. L'aspect agricole est important dans l'histoire parce que vous l'aurez compris, Daniel, il voulait pas être boulanger, il voulait être paysan. Boulanger. Donc c'est pour avoir du temps à se dégager sur tous les autres paramètres quoi. C'est l'autonomie de la ferme, montrer qu'on peut aussi consommer différemment et donc être actif de son territoire, en tout cas son espace de vie. Et puis aussi gérer l'ensemble des cultures qui est un sacré défi aujourd'hui. C'est encore en cours d'apprentissage. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de rebrousser un peu chemin pour le moment. Puis, on dit pas plus tard qu'on n'essaiera pas de travailler. Moi j'ai le souhait de travailler avec d'autres personnes, clairement. C'est juste que c'était peut-être un peu prématuré parce que tu vois, on va intégrer le moulin là qu'on va chercher la semaine prochaine, comme je disais. Voilà, il y a encore pas mal de trucs à faire. Et puis il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le. Mais du coup, il n'y a pas de vente à la ferme. Du coup, vous vendez tout en. Ouais, tout à fait. Ouais, tu as raison. C'est effectivement, on vend aussi une partie importante, tu vois, sur 250 kg semaine, on a 50 kg qui partent en vente à la ferme. Donc ça veut dire qu'en plus de ma journée de cuisson, le soir, j'ai encore 2-3 heures de vente, quoi. Donc de 17h à 19h. Et là, c'était un souhait personnel de vraiment essayer de proposer un service en fait, à la commune. Il n'y a pas de boulangerie sur ma commune. Donc nous, on avait le souhait aussi de faire partie intégrante de cette commune, de faire vivre un peu localement quoi, le truc. Quoi. Et c'est bien parce que aussi, y a des gens qui nous suivent et puis qui nous soutiennent. Et puis ça permet aussi d'avoir un contact direct avec la personne qui mange le pain. Donc ça, c'est un truc aussi qui est important pour nous, quoi. C'est une implication localement, parce que ça fait partie de notre envie aussi dans l'installation, c'est le côté agriculture, culture et social.
Et social, c'est la rencontre de l'autre, c'est discuter avec l'autre et puis oui, d'échanger. C'est un lieu d'échange parce que les personnes qui viennent de 17h à 19h, finalement, des fois, ils restent davantage avec nous. Ça nous arrive de proposer un verre et de prendre le temps d'expliquer le métier. Et donc, à travers ça, ils se rendent compte que c'est pas, tu vas pas prendre ta baguette à la boulangerie. Il y a un vrai travail derrière et ils sont curieux de ça. Et donc, Daniel prend beaucoup de temps. Ouais, un temps pédagogique, quoi. Ouais, vraiment, pour vous expliquer un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, tu vois, mais c'est des choses qui me paraissent primordiales, en fait. Primordiales pour dire pourquoi on fait ça. C'est pas juste pour faire du fun. Ouais, je fais de la cuisson au feu de bois et puis je fais ma farine sur meule de pierre. Non, il y a tout ça derrière, tu as un intérêt, quoi. Il y a un intérêt nutritionnel, un intérêt qui porte les valeurs qu'on souhaite, développer et partager, ouais. Eh bien, justement, c'est tout l'aspect culturel qu'on souhaite développer. À terme, moi, je suis dans la partie pédagogique en tant qu'enseignante et j'aimerais vraiment, on aimerait tous les deux à recevoir des enfants, différents publics en fait, pour partager cette fabrication du pain au levain, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens peuvent faire chez eux finalement, mais comment on le fait, et puis amener les enfants à consommer aussi différemment. Donc ça va par la partie éducation, et donc montrer le blé, leur faire reconnaître le blé d'un sarrasin, enfin tous ces céréales qu'ils connaissent comme ça de nom, mais de là à le reconnaître, c'est encore autre chose. Et donc leur apprendre à façonner, et puis oui, je pense que c'est ça. Ouais, la partie il y a une partie pédagogique. très ludique aussi qui est intéressante, ouais, effectivement. Le fait de tout maîtriser, enfin d'avoir toutes les étapes, on est dans le concret, quoi. Là, le gamin, l'enfant, quand tu lui montres, je fais du pain avec la farine, mais il ne fait pas forcément le lien avec le végétal. Là, du coup, ça peut te permettre d'aborder plein de sujets, d'aborder justement une entrée qui est pour nous primordiale, qui est l'entrée environnement, quoi. Tu vois, du coup, ça te permet d'aborder ça, quoi, de dire, bah ouais, mais regarde, tu vois, là aujourd'hui, la farine, on l'a fait avec ça, quoi, avec ces céréales qui poussent là, quoi. Et ces céréales, ils poussent pas si tu ne cultives pas forcément correctement. Et donc, du coup, pour cultiver forcément. Enfin, si pour avoir les rendements suffisants ou avoir les quantités suffisantes pour faire le pain, il faut aussi limiter les plantes que tu ne souhaites pas avoir. Et donc du coup, là, il y a tout un travail à faire qui est hyper intéressant et qui est encore complètement à développer, je pense, aujourd'hui, pour se passer notamment de tout ce qui est chimique, quoi. Tout ce qui est chimique et tout ce sur quoi on se repose depuis 50 ans, quoi. Donc là, il y a tout à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, mon souhait personnel, c'est vraiment aussi de m'axer sur cette partie-là et de développer cette partie-là. Enfin, de m'y mettre, quoi. Parce que je sens qu'il y a plein de trucs à faire et qu'aujourd'hui, il y a des éléments à récupérer à droite à gauche, que ce soit sur le maraîchage, que ce soit dans d'autres domaines pour les apporter sur la partie céréales, quoi. Aujourd'hui, sur la partie céréales, on fait ce que les grosses coopératives agricoles nous disent de faire, quoi. Ou ce que nous disent les techniciens de la chambre. Malheureusement, les formations des ingénieurs, des fois, aujourd'hui on a quand même de la chance, mais de plus en plus on a de l'ouverture d'esprit, mais des fois ça manque un peu d'ouverture. Donc ça, c'est là-dessus que je souhaiterais aller, quoi. Vraiment essayer de développer ces côtés-là, quoi. Et l'autre point, c'est proposer un service supplémentaire, parce qu'on constate qu'on a quand même pas mal de ventes de pain ici, donc des personnes qui font vraiment cette démarche-là de se déplacer pour prendre leur pain. Et depuis un mois et demi à peu près, on travaille avec un ami qui est maraîcher bio sur Apremont, donc c'est une petite ville juste à côté aussi, et qui propose des paniers de légumes le lundi. Donc maintenant, nos clients peuvent acheter leur pain et aussi les paniers de légumes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait bien travailler avec d'autres amis collaborateurs qui proposent des produits de qualité et qui pourraient vendre ici en même temps que... Ce qu'on fait déjà avec Amélie Orieux là, et puis Emmanuel Richard, ouais. Donc en poulet bio et en charolaise bio, mais l'idée c'est pas de faire un magasin, nous on touche rien, quoi. C'est juste de l'entraide en fait. Et nous du coup en fait à nos clients on leur propose des services supplémentaires, tu vois. L'idée c'est de faciliter Aujourd'hui, en tant que client, en tant que consommateur, tu n'as pas envie de te taper les 50 producteurs pour aller chercher beurre, lait, fromage. Bon, du coup, si tu arrives
moi, vu que je suis là en vente, ça me coûte pas plus cher d'avoir quelques produits en plus des collègues environnants. Et puis ben, voilà quoi, comme ça, et puis en plus ça offre un service en plus pour les clients, donc c'est génial quoi. Puis du coup ça crée du lien aussi entre les différents partenaires. Puis un autre élément aussi, nous on a fait le choix, alors là du coup je rentre sur autre chose, mais on a fait aussi le choix d'avoir des tarifs qui sont les mêmes partout. Tu vois, c'est pas parce que tu viens à la ferme que tu paieras moins cher. Ça c'était aussi un choix. Tu vois, mon tarif il est le même en Biocoop, il est même à la petite épicerie. Ça a été direct en fait établi avec la Biocoop. Il n'y a pas de notion de volume. Tu vois, c'est pas plus tu me prends en volume, plus je vais tirer mon prix vers le bas. C'est le même tarif partout. Et moi, à la ferme, c'est le même tarif également, quoi. Ça veut dire, moi, je prends du temps de commercialisation. Et ben, ou Linda prend du temps de commercialisation. Ce temps de commercialisation, il est valorisé. Donc du coup, et ben, il est vendu aussi sur la marge que prend la Biocoop. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans le futur. Là, c'est vraiment intégrer la partie pédagogique, un peu plus sociale dans la ferme, et puis s'orienter beaucoup plus sur les techniques culturelles, quoi. C'est vraiment ça qui nous motiverait. Ben, merci beaucoup, c'était très inspirant. Merci à vous.